Un groupe d'ouvriers du bâtiment travaille au sommet d'un gratte-ciel à moitié achevé. Le bruit de l'acier, des perceuses et du métal qui s'entrechoquent remplit l'air. Deux hommes se disputent, l'un est frustré, l'autre épuisé. Le plus agité est John Garrity, le chef de chantier, dont la patience est à bout à cause des retards constants. Lorsqu'il quitte les lieux en voiture, le chaos du chantier disparaît derrière lui et laisse place à la voix d'un animateur radio qui parle d'une comète interstellaire récemment découverte, appelée Clark. Les scientifiques la décrivent comme un phénomène unique dans une vie, suffisamment proche pour frôler l'orbite de la Terre. Ils assurent qu'elle est inoffensive. John écoute sans fait de bruit. En arrivant dans un quartier suburbain tranquille, son visage reflète une charge émotionnelle qui ne vient pas des informations, mais d'un conflit personnel. Il s'arrête un instant devant la porte avant d'entrer. À l'intérieur, sa femme Allison est sur un tapis de course. Elle ne l'ignore pas, mais la distance émotionnelle entre eux est évidente. La brève conversation sur le prochain anniversaire de leur fils Nathan sonne forcée. Et la tension entre eux en dit plus que n'importe quel mot. Nathan apparaît, heureux de voir son père, ce qui adoucit l'atmosphère. Dans sa chambre, l'enfant lui montre un dessin de la comète. Père et fils partagent un moment calme en discutant. Ce moment est interrompu par le rappel constant que Nathan est diabétique et dépend de son insuline. La réalité ne permet jamais à la tranquillité de durer trop longtemps. Plus tard, tous les trois regardent les informations ensemble. Les présentateurs reparlent de Clark, un corps de glace et de roche se déplaçant à grande vitesse, suivi de centaines de fragments. Ils insistent sur le fait qu'il ne représente aucun danger. Cette nuit-là, John déplace discrètement ses affaires dans la chambre d'amis, laissant clairement entendre qu'il essaie encore de réparer une relation qui semble déjà fissurée. Le lendemain matin, les informations se concentrent de nouveau sur la comète. Cette fois, il est mentionné que de petits fragments pourraient frapper la Terre, bien que les scientifiques réitèrent qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Malgré tout, la vie continue. John nettoie le barbecue pour la fête d'anniversaire de Nathan. Lorsqu'Allison lui demande d'acheter quelques fournitures de dernière minute, John décide d'emmener Nathan avec lui. Au supermarché, les gens lèvent les yeux. La comète est désormais visible, traversant le ciel diurne comme une cicatrice ardente. Tout le monde s'arrête, hypnotisé. Soudain, le téléphone de John vibre. Une alerte présidentielle arrive, suivie d'un appel automatisé. Le message indique que lui, sa femme et son fils ont été sélectionnés pour une relocalisation dans des abris d'urgence. Personne d'autre dans le magasin ne reçoit le même message. La confusion se transforme en peur. Pendant ce temps, à la maison, Allison ne voit pas le message qui apparaît à la télévision. John quitte précipitamment le supermarché avec Nathan. En conduisant, il observe des convois militaires et des avions de transport se dirigeant en sens inverse. À cet instant, il comprend que quelque chose ne va pas du tout. En arrivant chez lui, les invités sont déjà là pour la fête, inconscients de ce qui se passe. John met Allison à l'écart et lui parle de l'alerte. Elle pense qu'il s'agit d'un exercice, mais l'expression de John montre clairement que ce n'est pas le cas. Tous regardent les informations en direct. On annonce qu'un fragment de Clark va s'écraser dans l'océan Atlantique. Les enfants commencent un compte à rebours, impatients de voir l'impact. Le décompte se termine, et rien ne se passe. Un silence inquiétant envahit tout. Puis, soudain, le sol tremble et les vitres vibrent. John sort à l'extérieur tandis que les oiseaux fuient le ciel. Instinctivement, il lève les yeux. Une onde de choc le frappe violemment, balayant tout sur son passage. À l'intérieur de la maison, le chaos éclate. La voix du présentateur tremble lorsqu'il confirme que le fragment n'est pas tombé dans l'océan. Il a frappé la Floride. La ville a disparu. L'explosion a été ressentie à des milliers de kilomètres. Les images satellites montrent une plaie ardente sur la Terre. Le silence s'installe jusqu'à ce que la question inévitable surgisse. Si un fragment a frappé, combien d'autres sont en route? Le téléphone de John vibre de nouveau. Une autre alerte présidentielle apparaît, visible à la fois sur son téléphone et sur la télévision. Personne d'autre dans la pièce ne reçoit ce message. Il est personnel. Il indique que seul lui et sa famille immédiate ont été sélectionnés pour la relocalisation. Personne d'autre ne peut les accompagner. Un code apparaît, leur donnant accès au transport militaire. La panique se répand parmi les invités. Leurs amis comprennent qu'ils n'ont pas été choisis. John et Allison font leur bagage à toute vitesse. Insuline pour Nathan, nourriture, eau et le strict nécessaire pour survivre.
Nathan demande où est son grand-père, mais Allison l'entend à peine, concentré sur les informations qui annoncent que le ciel est littéralement en feu dans différentes régions du monde. En quittant la maison en voiture, les amis entourent le véhicule, désespérés. L'un d'eux crie qu'un fragment gigantesque, surnommé le « tueur de planètes », frappera la Terre dans 2 jours. John comprend que le temps est écoulé. Une voisine court en suppliant qu'ils emmènent sa fille. John voudrait aider, mais les règles sont claires, seuls ceux qui sont sur la liste. La voiture s'éloigne tandis que la dispute entre John et Allison éclate, opposant la culpabilité à la nécessité de survivre. Même s'il l'avait emmenée, elle aurait été rejetée à la base. À l'extérieur, la civilisation commence à s'effondrer. Magasins pillés, alarmes hurlantes, colonnes de fumée à l'horizon. La circulation s'arrête complètement. Des milliers de voitures sont bloquées sur la route. John emprunte des routes secondaires pendant que la radio annonce de multiples impacts autour du globe. Certaines villes ont disparu, d'autres pourraient être les prochaines. Les scientifiques commencent à murmurer qu'il s'agit d'un événement d'extinction massive. Ils arrivent finalement à une base aérienne entourée de barrières et de soldats armés. Des foules pressent les grilles en criant pour qu'on les laisse entrer. John montre son code et les soldats laissent passer la famille. Le chaos continue. On leur met des bracelets d'identification et on leur ordonne de réduire leurs affaires à un seul sac. En vérifiant leurs affaires, John découvre que l'insuline n'y est pas. Il retourne en courant à la voiture. Pendant ce temps, Allison explique la situation aux officiers et mentionne le diabète de Nathan. Ce détail change tout. Le ton de l'officier devient dur. Les personnes atteintes de maladies chroniques ne sont pas admises dans les abris. Elles sont considérées comme un risque. Allison supplie. Mais la décision est définitive. Elle et Nathan sont escortés hors de la base. John revient avec l'insuline, sans savoir ce qui s'est passé. Il court vers les avions en essayant de les retrouver, mais le vacarme de la foule couvre tout. Il finit par monter à bord d'un transport sur le point de décoller, tout en tentant encore de les contacter. Un passager voit l'insuline et lui fait comprendre la situation. Les personnes ayant ce type de conditions médicales ne sont pas autorisées. À cet instant, John comprend ce qui s'est passé. La panique l'envahit et il exige de descendre de l'avion. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le chaos éclate. Les grilles sont renversées et les civils pénètrent de force dans la base. Des coups de feu résonnent partout. Soudain, une étincelle change tout. L'un des avions présente une fuite de carburant. John Garrity alerte les personnes autour de lui pour qu'elles évacuent immédiatement. Puis il court se mettre à couvert juste au moment où l'appareil explose, provoquant une réaction en chaîne qui fait exploser d'autres avions le long de la piste. Une fumée épaisse, des cris désespérés et le feu dominent les lieux. Lorsque la poussière retombe enfin, John découvre la vérité. Allison et Nathan ont été rejetés à l'entrée. Sans hésiter, il se fraye un chemin à travers la base en flammes, désespéré de les retrouver. À l'extérieur, la voiture de sa famille n'est plus là. Il ne reste qu'un message. Allison se rend chez son père avec Nathan, mais le niveau d'insuline du garçon est dangereusement bas. Pendant le trajet, Allison s'arrête dans une pharmacie. En vérifiant la glycémie de Nathan, elle confirme qu'elle est à un niveau critique. Les mains tremblantes, elle parcourt les rayons sombres et pillés à la recherche d'insuline, tandis que le monde s'effondre à l'extérieur. Soudain, un gang armé fait irruption dans la pharmacie et commence à tirer sans avertissement. Les cris résonnent tandis que les balles pulvérisent les étagères et les vitrines. Allison attrape Nathan et s'enfuit. À cet instant, la survie devient un pur instinct. Ils s'échappent par la porte arrière, dans la fumée et la confusion de la rue. Ils parviennent à arrêter une voiture de passage. C'est un couple qui se dirige vers le nord et accepte de les emmener, du moins pour le moment. Mais quelque chose devient rapidement étrange. Leur regard s'attarde trop longtemps sur le bracelet d'Allison, celui qui donne accès aux abris. La tension monte, les questions deviennent plus insistantes, puis se transforment en exigences. Brusquement, le véhicule s'arrête net. Allison est jetée sur la route et le bracelet est arraché de son bras. La voiture démarre en trombe et disparaît avec Nathan encore à l'intérieur, la laissant seule, blessée, saignante et complètement désespérée. Pendant ce temps, la chance de John tourne. Il parvient à monter dans un camion de ravitaillement se dirigeant vers le nord, rempli d'hommes. L'un d'eux, Colin, lui explique qu'ils vont au Canada, où un pilote transporte des gens vers les derniers abris encore actifs. On murmure que les bunkers se trouvent au Groenland. John écoute attentivement, sentant l'espoir renaître. Colin lui conseille de retrouver sa famille et de les rejoindre là-bas.
Cependant, un autre homme dans le camion observe avec trop d'insistance le bracelet de John. La cupidité se transforme rapidement en violence. Il exige qu'il le lui remette. John refuse. La dispute s'intensifie et une bagarre brutale éclate à l'intérieur du véhicule en mouvement. La lutte devient mortelle. Le conducteur perd le contrôle et le camion se renverse violemment. Le métal grince. Les corps sont projetés. John parvient à se traîner hors de l'accident, blessé et couvert de sang. L'homme qui l'a attaqué est mort. Colin n'a pas survécu non plus. Plus loin sur la route, Allison est finalement secourue par un groupe se dirigeant vers une base militaire voisine. Elle s'accroche à l'espoir que Nathan y ait été emmené, puisque c'était la direction prise par ses ravisseurs. En effet, Nathan arrive à la base avec eux. Lorsque les soldats vérifient les bracelets, le garçon précise clairement que ces personnes ne sont pas ses parents. Les militaires agissent immédiatement. Ils arrêtent les ravisseurs et escortent Nathan à l'intérieur pour le protéger. Des heures plus tard, Allison atteint la même base. Elle parcourt frénétiquement les tentes, les postes médicaux et les zones de commandement jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin Nathan. Le soulagement brise son épuisement lorsqu'elle apprend qu'il a été soigné et qu'il a reçu l'insuline dont il avait besoin. Une infirmière propose de l'aider et organise leur transfert vers un transport se dirigeant vers la ville de son père, en assurant que leurs fournitures médicales seront réapprovisionnées avant le départ. De son côté, John trouve refuge dans une maison abandonnée à la recherche d'eau et de nourriture. Il allume une télévision qui fonctionne encore. La diffusion d'urgence le confirme. L'impact principal aura lieu dans moins de 24 heures. Sans perdre de temps, il trouve les clés d'une voiture et prend la route à travers des routes détruites et des cieux couverts de fumée, déterminé à atteindre la maison du père d'Allison. À son arrivée, le vieil homme joue tranquillement aux cartes avec des amis, s'accrochant à une dernière nuit de normalité avant la fin du monde. La tension entre lui et John est toujours présente, mais la situation ne laisse aucune place à l'orgueil. Ils mettent leurs différends de côté. La comète approche et la seule chose qui compte est de retrouver Allison et Nathan avant l'impact. Pendant ce temps, Allison et Nathan s'arrêtent dans une station-service et parviennent à appeler la maison. Dès qu'ils reçoivent la nouvelle, John et le père d'Allison partent immédiatement à leur recherche, désespérés de les rejoindre avant un nouvel impact. Lorsque la famille est enfin réunie, le soulagement remplace le chaos. Pour un bref instant, réunis dans la maison, John confirme que les informations sur les abris au Groenland sont réelles. Convaincu que c'est leur seule chance, il persuade Allison de se diriger vers le nord, vers le Canada, où des avions décollent encore. Ils font leur bagage rapidement, se préparant à un voyage presque impossible. Le père d'Allison refuse de les accompagner. Il a accepté son destin. À cet instant, un fragment massif de la comète frappe l'horizon. L'explosion secoue les fenêtres et l'onde de choc traverse la distance. Il n'y a plus de temps pour discuter. Ils se disent adieu. Le père d'Allison remet une arme à John, un dernier geste de confiance avant que la famille ne parte. Sur la route, John et Allison parviennent à se reconnecter. La catastrophe a dépouillé leur vie de tout ce qui était superflu. Il ne reste que l'amour et la nécessité de survivre. Ils se promettent d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Mais le chemin est un chaos total. Un barrage les bloque et le ciel semble prêt à s'effondrer. Des fragments de la comète tombent autour d'eux. Les voitures explosent et les gens courent en quête d'un abri. John quitte la circulation et avance à travers des débris en flammes. Allison protège Nathan sur la banquette arrière tandis que John cherche désespérément un refuge. Ils arrivent à un pont où plusieurs survivants se protègent sous la structure en béton. En voyant un homme coincé dans une voiture en feu, John court l'aider, car même au milieu de la fin du monde, sauver une vie compte encore. Cette nuit-là, laissant les incendies derrière eux, ils franchissent la frontière canadienne. La radio diffuse des rapports mondiaux confirmant le pire. L'impact principal anéantira plus de 75% de toute la vie sur Terre. Le temps presse alors qu'ils avancent à travers des champs couverts de neige. Au loin, ils voient des avions décoller. Les dernières évacuations. Un petit avion est encore sur la piste, moteurs allumés. John accélère et bloque sa trajectoire, forçant le pilote à s'arrêter. Bien que l'avion soit surchargé, le désespoir de la famille finit par le convaincre. Il monte à bord tandis que les moteurs rugissent et que l'appareil s'élève dans le ciel gris. Pendant le vol, John sombre dans un sommeil agité, rempli de souvenirs de la vie qu'ils ont laissée derrière eux, du calme avant l'effondrement. À son réveil, l'avion descend vers le Groenland, dernier refuge de l'humanité. Pendant un instant, le paysage semble intact,
froid, désolé, mais sûr. Puis le ciel s'illumine. Un fragment colossal frappe l'océan tout proche, générant une onde de choc gigantesque qui traverse l'air. L'avion est violemment secoué tandis que la réalité de la fin s'abat sur eux. Les deux moteurs tombent en panne. Face à la perte totale de puissance, le pilote parvient à faire planer l'appareil en luttant pour contrôler la descente. L'impact est inévitable. L'avion s'écrase sur le glacier et glisse violemment entre la glace, la neige et les débris métalliques jusqu'à ce que le fuselage se brise. Les pilotes restent coincés dans les décombres, grièvement blessés et sans possibilité de sauvetage. John comprend qu'il ne peut pas les sauver. Au loin, il distingue un avion militaire atterrissant sur la glace. Sans perdre de temps, il guide les survivants à travers le terrain gelé en direction de celui-ci. Les soldats les font rapidement monter dans des camions et les transportent vers les refuges souterrains. Alors qu'ils descendent dans les tunnels, les alarmes commencent à retentir sans cesse. Le fragment principal, le soi-disant tueur de planètes, est entré dans l'atmosphère terrestre. L'impact est imminent. Il ne reste que quelques minutes. Les portes se ferment violemment et les murs tremblent comme si la terre elle-même allait se déchirer. John serre Allison et Nathan de toutes ses forces. À cet instant final, son esprit se remplit de souvenirs fugaces. La lumière du soleil entrant par les fenêtres, les rires partagés, leur ancienne maison, l'anniversaire de Nathan avant que tout ne change. Tout disparaît dans un éclat blanc absolu. 9 mois plus tard, le monde est plongé dans le silence. Les villes sont réduites en cendres, les montagnes sont brisées et l'air reste chargé de poussière. Pourtant, une radio rompt le calme avec un léger grésillement. Une voix traverse la statique, les niveaux de radiation ont baissé. Des survivants sont confirmés. Les énormes portes du bunker s'ouvrent lentement. John, Allison et Nathan émergent à la lumière froide d'un monde nouveau. La Terre est dévastée, mais elle est toujours vivante. Dans le ciel, un seul oiseau vole, fragile et défiant, comme un signe que la vie est revenue. Alors que la Terre continue de tourner sous le soleil, des signaux radio commencent à se faire entendre depuis tous les continents. L'humanité a survécu, et ainsi l'histoire ne se termine pas par la destruction, mais par la renaissance. Le cinéma catastrophe montre souvent la fin du monde comme un événement soudain, chaotique et spectaculaire. Mais Greenland propose autre chose dès le début. Un désastre qui n'arrive pas d'un coup, mais qui est annoncé peu à peu, enveloppé de messages rassurants, de déclarations officielles et d'un faux sentiment de contrôle qui maintient la société en fonctionnement comme si rien n'allait changer. L'apparition d'une comète interstellaire proche de la Terre est présentée comme un phénomène astronomique exceptionnel, mais inoffensif. Et ce récit initial est essentiel pour comprendre comment l'humanité, même face à une menace réelle, a tendance à s'accrocher à la normalité jusqu'au dernier moment. Tandis que les scientifiques et les médias insistent sur l'absence de danger réel, la vie quotidienne continue sans altération visible. Les familles planifient des célébrations. Les villes suivent leur rythme habituel et les gens ont confiance que, comme toujours, la technologie et les autorités maîtriseront la situation. Cependant, cette apparente tranquillité est fragile. Et le film montre comment, lorsque l'information change et que le premier impact survient, la réaction n'est pas seulement la peur, mais une rupture immédiate des règles sociales qui soutiennent la coexistence moderne. À partir de là, Greenland montre clairement que le véritable conflit n'est pas la comète elle-même, mais la manière dont la survie humaine est gérée lorsque les ressources sont limitées et que le temps est compté. J'espère que cela t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo.